nouvelle édition sur l'ERTB. Bonsoir à tous, voici les titres de ce 20h. Une semaine pour réfléchir sur la problématique de gestion des frontières au Bénin. La semaine béninoise des frontières est lancée aujourd'hui, 7 juin, date de célébration de la journée africaine des frontières. Échange sur les nouveaux enjeux de la gouvernance locale au Bénin. Les représentants des collectivités locales mènent la réflexion à l'initiative de l'Association béninoise de droit constitutionnel. Et puis deuxième jour du jeûne musulman au Bénin, les fidèles se privent de nourriture et s'abstiennent de plaisir charnel du lever au coucher de soleil. À suivre dans cette édition une séance de rupture de jeûne en famille. À nouveau, bonsoir, bienvenue si vous nous rejoignez. On ouvre par la religion, l'actualité oblige. Le jeûne musulman a démarré depuis hier et ce pour 30 jours, période de privation de nourriture et de plaisir charnel. Les habitudes des fidèles changent en cette période. Jean-Claude James et Calvado Awanou nous proposent en son et en image une séance de rupture du jeûne. Regardez. Nous sommes à quelques minutes de la rupture du jeûne musulman. À la cuisine, l'heure est à la mobilisation pour apprêter le repas. Un menu fait de plats traditionnels accompagnés de fruits. 19 heures, le soleil s'est couché. La rupture est autorisée. Ici, l'ambiance est plutôt conviviale. Comme depuis le matin, le ventre est resté comme ça, après avoir pris les fruits, on prend quelque chose de léger. Pas ce qui est lourd, parce que ça risque d'avoir des problèmes de digestion. Il y a un dîner, mais là, c'est celui qui veut qui mange. Moi, personnellement, je n'aime plus bourrer le ventre après avoir pris les fruits qu'on sort. Cette prise symbolique de repas cède très vite place à la prière, le 4e rendez-vous obligatoire de la journée. Mais avant, il faut se purifier. C'est ce que nous appelons l'ablution, la purification avant de se présenter devant son Seigneur et de le prier, de le remercier pour tous ses bienfaits, de l'invoquer et de lui demander tout ce que nous avons sous le cœur. Au cours de ce mois de Ramadan, les séances de prière dépassent le nombre habituel. Il y a les prières surrogatoires. Mais ça, ce n'est pas les prières obligatoires. Les prières obligatoires, c'est 5. Ces séances de prière se déroulent parfois à la maison, comme c'est le cas avec Dame Aïssatou et sa famille. Nous n'avons pas une mosquée à côté de nous ici. Donc, c'est déplacer tout le temps pour aller. Et puis, on ne peut pas vider la maison. Ce n'est pas prudent. Et donc, ça fait que nous avons négocié un alpha qui vient nous diriger la prière dedans. C'est vrai. En temps normal, cela devait être effectué dans une mosquée. Mais il n'est pas quand même obligé à une femme de se déplacer pour aller prier dans une mosquée. C'est obligé pour les hommes d'aller dans une mosquée pour pouvoir prier. Mais voilà qu'actuellement nous sommes dans un mois béni et on s'est dit, bon, comme dans la maison il y a quand même assez de monde, on va essayer de créer une petite mosquée dans la maison pour pouvoir quand même permettre aux femmes de pouvoir accéder à cette prière. Au cœur de ces rendez-vous, les intentions sont individuelles ou communes. Quand vous vous mettez à prier, vous avez d'abord votre intention personnelle et l'intention commune. Donc la prière, il est recommandé de la faire en groupe parce qu'en groupe, il y a plus de bénédictions. On demande la bénédiction et on demande aussi la paix pour le Bénin. À la famille aussi, dans la maison, qu'on ait la paix. Parce que sans la paix, on n'a rien. L'une des bénédictions pendant les 30 jours de jeûne, c'est le geste de solidarité à l'endroit de la communauté musulmane. Dieu, il est unique. Il est unique. Et quand nous avons nos frères qui nous soutiennent comme ça, ça ne fait que nous encourager davantage. Et je voudrais adresser tous nos remerciements à tous nos frères de toutes les religions possibles qui nous soutiennent
dans ce mois de jeûne et que les bénédictions soient pour tous. On parle développement humain, la sécurité alimentaire est à l'ordre du jour d'un atelier portant sur la présentation du rapport national sur le développement humain 2014-2016 tenu ce mardi à Cotonou. Cette rencontre représente une nouvelle opportunité de partage et d'enrichissement sur le développement humain durable. Ramatou Lawani et Marie-Louise Perrin pour le compte-rendu. Après avoir traité de plusieurs autres thématiques telles que la pauvreté, la corruption et la sécurité humaine, la 10e édition du rapport national sur le développement humain 2014-2015 aborde le thème Agriculture, sécurité alimentaire, développement humain au Bénin. Au regard des nombreuses menaces auxquelles le Bénin doit faire face en la matière, le choix de ce thème vient à point nommé et vise à approfondir les interrelations entre l'agriculture, la sécurité alimentaire et le développement humain. Pour le PNUD, les RNDH représentent d'importants piliers de son travail de soutien au gouvernement et aux États en matière de politique et de stratégie de développement. Selon l'économiste national Janvier Polycarpe Alofa, présentateur du rapport, le Bénin est un pays à faible développement humain avec un indice estimé à 0,480 en 2014, soit un accroissement moyen annuel de 1,5% en presque 35 ans. Face à ce constat, le gouvernement propose. À cet égard, et dans le souci de permettre au secteur agricole béninois d'assurer de façon durable la souveraineté alimentaire et nutritionnelle et de contribuer au développement économique et social, le département ministériel dont j'ai la charge mettra un point d'honneur à consolider les acquis du plan stratégique de relance du secteur agricole et à veiller que les dysfonctionnements soient corrigés dans le document qui le succédera. Ce secteur bénéficiera d'un plan d'investissement massif faisant du secteur le principal levier de développement économique et de création de richesses et d'emplois. Pour soutenir ce plan, nous allons créer une agence de développement agricole pour la définition et la mise en œuvre rapide de programmes ambitieux spécifiques par filière et par région. Malgré les contre-performances de 11,2% de la population souffrant de la faim, le Bénin est parvenu à se hisser à la 2e place des pays où la faim est moins prononcée en Afrique de l'Ouest après le Ghana. Ils sont des enfants malentendants, malvoyants ou encore souffrant d'une infirmité à motricité cérébrale. Ces enfants à besoins spécifiques prennent aussi part aux épreuves écrites du CEP, le certificat d'études primaires, dans leurs univers. Samuel Adimi et Iva Rodopassi nous y amènent pour suivre leur composition. Regardez. L'heure est aux mathématiques pour ce candidat particulier à l'examen du CEP. À 14 ans, Idelver souffre d'une infirmité motrice cérébrale. Les consignes de l'épreuve lui sont lues par cette examinatrice qui transcrit et consigne ses réponses. La première vendeuse. Dans son genre, ils sont 6 à composer dans ce centre dans la catégorie IMOC. Moi et mes coéquipiers, on s'est concentré beaucoup sur la mathématique, les autres. Hier, on avait fait le EST, l'expression écrite, et tout là, ES. J'ai envie de dire à tout le monde que des enfants handicapés peuvent réussir à leurs examens. Que ce n'est pas parce que nous, on a des difficultés qu'on ne va pas réussir à un examen. Non. Pour ces deux malvoyants, les mathématiques n'ont pas de secret. Bon, c'est un peu facile. Et tu l'as bien fait? Oui. Dans cette salle, les 15 candidats malentendants composent en dessin la dernière épreuve. Au bout d'une heure, les impressions sont plutôt bonnes. J'ai bien travaillé. Je vais réussir pour l'effort fourni. Je suis content. Aux parents de nous accompagner, d'accompagner les structures d'encadrement de ces enfants à besoins spécifiques et de savoir que ces enfants regorgent de potentialités comme tout autre enfant, mais c'est l'affection et l'accompagnement
qui sont nécessaires et indispensables pour la réussite de ces enfants. Et au gouvernement, je vais demander de nous accompagner davantage, de mettre des moyens à disposition des structures d'encadrement des enfants à besoins spécifiques pour l'épanouissement de ces enfants qui peuvent valablement contribuer au développement de la nation. Ces enfants à besoins spécifiques auront eu droit eux aussi à leur participation au certificat d'études primaires. En attendant les résultats, on nourrit l'espoir de lendemain prometteur. Pour sommeiller encore avant qu'il soit grand jour. Bravo! Un regard sur nos frontières le 7 juin est retenu par la communauté africaine pour célébrer la journée africaine des frontières au Bénin. L'événement donne lieu à l'organisation de la semaine béninoise des frontières. Plusieurs activités sont prévues dans ce cadre, entre autres l'organisation d'un forum dont l'ouverture a été présidée par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Daniel Ada et Alain Dossurvo. La date du 7 juin offre l'occasion au continent de célébrer la journée africaine des frontières. Celle de cette année qui s'intègre dans le cadre de la célébration de la semaine des frontières béninoises, instaurée en 2014, vise à informer toutes les parties prenantes ainsi que le grand public sur la mission et les actions de l'ABJF pour viabiliser les espaces frontaliers et améliorer les conditions de vie des populations qui y vivent. Si je suis d'un pays, je ne gagne rien dans ce pays, le pays ne me fait rien, je suis prêt à tout pour montrer au pays que j'existe. C'est ce qui fait que la plupart du temps, les zones frontalières sont le nid de l'insécurité, du terrorisme et souvent des rébellions. Pour réussir cette mission, le Bénin a reçu l'appui de la République fédérale d'Allemagne et des États-Unis d'Amérique. Ces deux pays ont renouvelé à la faveur de cette cérémonie leur soutien au Bénin pour conduire son programme de délimitation des frontières et de la formation des éléments de la police des frontières. Le Bénin constitue à travers l'ABJF et la mise en œuvre d'une politique nationale de gestion intégrée des espaces frontaliers, un excellent exemple en Afrique de l'Ouest par rapport à ses efforts remarquables dans la sécurisation et le développement des zones frontalières. Pensons et croyons fermement que la sécurité des frontières participe énormément de la stabilité, de la stabilisation et de la sécurité sur le territoire béninois. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique salue cette initiative et souhaite qu'elle contribue à mieux intégrer la population des zones frontalières dans les politiques de développement du Bénin. Beaucoup reste à faire dans notre environnement marqué par la recrudescence de la grande criminalité transfrontalière, de l'extrémisme violent et le développement du terrorisme. C'est pourquoi j'ai le plaisir d'inviter tous nos partenaires à participer avec le Bénin à la prise en charge des espaces frontaliers en accompagnant les efforts de l'ABJF. Le forum prévoit des communications sur des thématiques liées aux aspects frontaliers. Il s'agit plus précisément des échanges sur les aspects historiques, juridiques, sécuritaires et d'aménagement des espaces frontaliers. Et cet espoir nourrit bientôt une voie pavée pour les populations de Lokokomin dans l'arrondissement d'Ablangandan. Le ministre du cadre de vie et le maire de Semekpodji ont visité ce chantier qui a démarré début avril, délai contractuel envisagé fin septembre 2016. Emilienne Fayomi. Le PGMU, entendait projet d'urgence de gestion environnementale en milieu urbain, poursuit ses réalisations dans la commune de Semekpodji. Depuis avril dernier, la voie contiguë à abattoir est en chantier. Construction de caniveaux pour l'écoulement des eaux, pavage de la rue longue de 1 km 700 mètres. C'est à cette tâche que ça donne deux entreprises, ASK et Mayarik. Malgré les difficultés liées à la pluie, cette voie petitement connaît un nouveau visage pour le bonheur des populations de Lokokoukoumé jusqu'aux portes du CEG d'Ablangandan. Le ministre José Tonator et le maire de Semekpodji ont sillonné pendant 1 heure d'horloge ce chantier cher à la première autorité, Charlemagne Honfort. Donc on n'a pas de raison pour que nous ne puissions pas respecter nos délais. Je pense que, monsieur le maire, s'il plaît à Dieu, avant même septembre, on
peut vous livrer les ouvrages ici. Pour monter sur la voie là, impossible. Nous avons écrit. Tout le monde a accepté. Tout le monde. Maintenant, qui va dire oui, ça y est, on peut déboucher, on peut sortir sur la voie? Personne. Ça dit que je vous demande pardon. Et je sais que vous pouvez nous aider à monter d'abord sur la voie. Premier aspect. Deuxième aspect, moi je ne vais pas revenir sur ça puisque ça, vous nous avez déjà fait l'honneur. Vous avez vu tout ça là qu'on dit, la borne de délimitation là, du pays là, qui met Cotonou, à part Semela, c'est derrière l'abattoir, hein. C'est derrière là-bas, c'est pas ici. Hein. Mais pourtant, comme c'est le même Bénin, et on dit que là c'est dans Cotonou, là j'accepte. Je ne veux rien dire encore parce que dans le cadre de la délimitation, on va venir voir l'existant. Donc il ne faut pas s'en faire par rapport à ça. Puisque la borne de délimitation géant, c'est dans la maison des gens, c'est derrière. Selon le coordonnateur de Pujemu, l'objectif du projet est de rendre le cadre plus sain et plus attractif. Il félicite la mairie pour sa promptitude à jouer sa partition financière. Les travaux prendront fin probablement fin septembre selon le délai contractuel. Autre actualité, l'association béninoise de droit constitutionnel ouvre le débat sur les nouveaux enjeux de la gouvernance locale. Elle a convié ce mardi les représentants des collectivités locales à un atelier d'échange sur les nombreux défis auxquels sont confrontées les communes. La rencontre s'est déroulée à Cotonou. Privé-nous Théo. L'ABDC prend les nouvelles des communes. L'association béninoise de droit constitutionnel, très à l'aise sur les questions liées au droit constitutionnel, démontre sa capacité à explorer d'autres sujets. En première ligne, la gouvernance locale. Depuis 2003, le Bénin s'est lancé dans le processus de décentralisation. Après plus d'une décennie, les nouvelles entités décentralisées sont en difficulté. L'ABDC ne dispose pas d'une baguette magique, mais elle peut proposer des approches de solutions aux communes. Je peux avancer deux réponses sur lesquelles nous allons peut-être travailler. C'est le transfert de compétences. Comment faire en sorte que les communes ne soient pas des coquilles vides, premièrement. Deuxièmement, ce transfert de ressources. Comment faire en sorte que les maires ne soient pas obligés d'aller attendre trop longtemps dans les couloirs du ministère des Finances ou d'aller faire un plaidoyer auprès du chef de l'État ou d'être obligés de faire des meetings politiques pour le président de la République ou pour le gouvernement pour bénéficier des ressources que l'État leur doit. Partenaire privilégié de l'association, la Fondation Hans Seidel soutient cette nouvelle initiative. L'atelier de ce jour a pour objectif de vous donner les outils d'une manière générale sur les enjeux de la décentralisation et d'une manière particulière sur la gouvernance locale. Cet atelier représente un espace d'échange pour les acteurs de la gouvernance locale qui donne très souvent l'impression d'être mal compris. Marcel Alain de Souza est le nouveau président de la commission de la CEDEAO. L'ancien ministre et député a pris fonction le 8 avril 2016 au siège de l'organisation à Abuja, mais il a fallu attendre la rencontre au sommet des chefs d'État et de gouvernement pour voir se réaliser la cérémonie officielle de prestation de serment, un acte qui vient parachever le processus de sa désignation, mais une fois investi à la tête de l'organisation de l'organe exécutif de la CEDEAO, place désormais à l'action. Marcel Alain de Souza n'entend pas s'y dérober. Il nous livre ici quelques précisions sur l'étendue de sa mission à la tête de la commission micro de Renaud Akapo. Il y a 15 États, et comme je le dis, nous voulons créer la 16e économie, c'est un autre État dans lequel tout le monde doit pouvoir se retrouver. Et donc, nous avons le pouvoir parlementaire, nous avons un cours de justice, le pouvoir judiciaire, et la commission de la CEDEAO, c'est l'exécutif. C'est l'exécutif, et en principe, comme dans un pays, c'est l'exécutif qui coordonne, et que la synergie entre les institutions. Et donc, dans ce cas-là, vous êtes le premier responsable, le premier fonctionnaire statutaire de la CEDEAO. Et c'est bien cela. Et donc, désormais, je suis investi, puisque moi, une fois que je prête serment, les gens me renvoient à mes fonctions. Et donc, je dois appliquer les différentes décisions qui sont prises par et le Conseil des ministres, et le Conseil de médiation et de sécurité, et la conférence des chefs d'État, qui constitue la plus haute instance. Et c'est ensemble qui me donne des instructions. Donc voilà, ça fait de moi quelqu'un
qui doit exercer la volonté des chefs d'État. Et je reçois les instructions d'eux. Mais ensemble, pas de chacun. C'est un honneur. Et il y a de vives émotions que vous éprouvez lorsque vous vous retrouvez devant les représentants de 320 millions d'habitants et des chefs d'État à un niveau très très élevé. Et donc vous prêtez serment pour jurer que vous allez accomplir loyalement et fidèlement votre rôle et que vous ne recevrez aucun ordre d'un gouvernement ou de toute autre personne qui ne serait pas habilitée. Et donc ça vous donne une certaine aisance pour faire votre travail, mais il faut le faire dans la légalité et fidèlement, pour le bien de notre corps. Le secteur privé n'est pas resté en marge des travaux de la session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement tenue à Dakar le week-end dernier. Jean-Baptiste Satchivi, président de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, était aussi présent dans la capitale sénégalaise en sa qualité de président de la Chambre consulaire régionale de l'UEMOA. À l'issue de la réunion sous-régionale, Jean-Baptiste Satchivi est revenu sur la mission de la Chambre consulaire et l'implication du secteur privé dans le processus d'intégration. Écoutons-le au micro de Renaud Akapo. Le secteur privé qui est là, en réalité, c'est la Chambre consulaire régionale de l'UEMOA, que le Bénin gère depuis 1 an, sur un mandat de 3 ans. Donc en fait, nous sommes à la tête de la CCR, qui est basée à Lomé, donc le siège est à Lomé. Et quand les chefs d'État et de gouvernement se rencontrent, nous sommes au plan statutaire et autres invités à prendre part justement au débat. Alors en réalité, la CCR a pour mission principale d'impliquer réellement le secteur privé dans le processus d'intégration. Notre mission aussi est de travailler justement à favoriser la libre circulation des personnes et des biens. Nos échanges dans l'espace communautaire ne dépassent guère 15%. C'est quand même assez aberrant qu'on échange beaucoup plus avec l'extérieur qu'entre nous. Quand on dit UMOA, ça nous fait quoi? Ça nous fait au moins 100 millions de consommateurs, donc on a un grand marché. Nous insistons pour que le travail qui doit se faire en ce qui concerne les échanges commerciaux au niveau des textes soit beaucoup plus affiné, au niveau des investissements à protéger et autres. Il y a un point sur lequel les chefs d'État ont insisté qui me plaît moi très bien et qui permet justement de projeter en toute sécurité nos affaires. Et c'est le plateau sécuritaire qu'il faut vraiment revoir. Vous ne pouvez pas entreprendre dans un environnement qui n'est pas un environnement de paix. Il faut protéger le créateur de richesse. Il faut non seulement protéger les investissements, mais celui qui fait les investissements, si vous ne le protégez pas, l'investissement même est hypothéqué. Donc, il est heureux de voir que les chefs d'État et de gouvernement sont préoccupés par ces genres de problèmes, et justement qui permettent à l'économie de se densifier. Un tour dans nos communes, les cotonculteurs de la commune de Ouessé sont décidés à relever cette année le niveau de la production cotonnière. Ils ont pris des engagements fermes samedi dernier en présence des responsables de l'association interprofessionnelle du coton. Le point avec Jérôme Ombo. Les deux équipes de l'association interprofessionnelle du coton dans le département des Collines sont décidées à faire comprendre aux cotonculteurs la nécessité de booster la campagne cotonnière 2016-2017. Elles ont d'abord animé une émission radiophonique sur la radio rurale de la localité avant de rencontrer les acteurs de l'or blanc à la base. La commune de Ouessé compte 9 arrondissements avec plus de 1300 cotonculteurs. C'est depuis la campagne 2001-2002 que cette localité a enregistré son pic, à savoir 3794 tonnes de coton. De 82 tonnes à la dernière campagne, les cotonculteurs de Ouessé ont pris l'engagement de produire 200 tonnes, en raison surtout de l'avènement au pouvoir du président Patrice Athanas Guillaume Talon. Ça fait le premier point qui encourage l'homme de Ouessé. Si Talon est là, nous allons produire, nous allons réussir. Mais les autres points qui s'ajoutent, c'est que Ouessé, par excellence, c'est une zone de production de manioc. Mais nous n'avons pas la chance d'avoir la transformation du manioc sur place. Le soja grain aussi n'a pas donné et n'a pas pris de coup. Et ajouté au changement climatique qui ne porte pas trop les autres cultures, je crois que l'homme de Ouessé aujourd'hui se voit tourner vers le coton.
L'ancien ministre de l'Agriculture, Gaston Dossouri, dit faire confiance aux cotonculteurs de cette commune après les avoir écoutés. On a été voir un certain nombre de producteurs qui disaient, moi l'année dernière, nous n'avons fait que 12 hectares, nous n'avons fait que 20 hectares. Mais cette fois-ci, nous avons pris des engagements pour 70 hectares, 80 hectares. Je pense qu'on va leur faire confiance. Placer d'abord la semence. Observer. Nous avons recommandé qu'ils ne fassent le semis que sur 2 décades pour permettre de mesurer rapidement les emblavures et de nous assurer s'il y a une adéquation entre les quantités de semences placées et les superficies réellement emblavées. Et nous pensons que Ouessé va redorer le blason de la production cotonnière dans les collines. Et pour véritablement redorer ce blason, les cotonculteurs de la commune de Ouessé ont souhaité que les intrants agricoles soient mis à leur disposition à temps. L'association interprofessionnelle du coton a déjà honoré toutes les dettes vis-à-vis des cotonculteurs de la commune de Ouessé. Et puis des intrants en quantité et en qualité, c'est le souhait des producteurs de coton de la commune de Gogounou. Ils l'ont fait savoir à la mission de sensibilisation et de supervision de l'association interprofessionnelle de coton AIC. C'était en milieu de semaine. Aziz Alagbe et Alexis Kenom. La campagne cotonnière 2016-2017 est également entamée dans la commune de Gogounou. Mais ici, les producteurs sont inquiets. Un sac égale à 2 hectares. Un sac égale à 1 hectare. Les raisons, une mise en place au compte-gouttes des intrants et la qualité peu appréciable de certains de ces produits. Pour pouvoir même faire la distribution au niveau des semences, on a beaucoup de problèmes avec la quantité qu'on nous a donnée. Alors que les producteurs ont déjà fait les labours. Tous les jours, les producteurs nous coincent. Nous demandons aux autorités de nous trouver les bonnes intrants comme herbicides. La commune de Gogounou est en effet une des zones semencières du Bénin, c'est-à-dire pourvoyeuse de semences aux autres régions. Un statut particulier qui exige un suivi conséquent. Nous avons attribué un quota de quantité de semences à chaque coopérative. Donc, au fur et à mesure que nous évoluons, nous avons proposé à mettre en place pour pouvoir maîtriser les sorties et les entrées, parce que nous sommes une semencière. C'est vrai, c'est une affaire de date, mais en matière de semences, au niveau de l'IRA, par exemple, ils ont arrêté une date. Nous ne sommes pas en retard par rapport à la recherche. Pour éviter toute déconvenue, les équipes de supervision veillent au grain. Nous avons fait une visite pour constater de visu les stocks existants. Si éventuellement il doit y avoir de manque, nous avons déjà saisi la supervision. On nous a promis quand même un autre cargaison d'ici à demain. En attendant satisfaction totale, les sensibilisations se poursuivent sur toute l'étendue de la commune. L'on tient à rassurer les producteurs de l'attention du gouvernement à leur endroit. Les dispositions sont prises pour que les fonds coton soient payés régulièrement comme on le faisait par le passé. Les facteurs de commercialisation, les prestations seront payées aux coopératives. Le gouvernement est en train de prendre les dispositions pour que toutes les pistes soient réflexionnées dès la fin des pluies. Des dispositions qui viennent rétablir la quiétude dans le rang des producteurs de la commune de Gogounou. Passons à notre magazine. Le secteur agricole constitue une source de richesse au Bénin, outre la filière cotonnière qui est considérée comme la principale. Il en existe d'autres, les filières palmiers à huile, ananas, anacarde et autres ne sont pas pour autant portées au Bénin. Pourquoi une telle situation? Élément de réponse dans ce télémancier, Rosemont Tchapoué, Marie-Louise Perrin. Le palmier à huile, l'ananas, l'anacarde et autres sont des filières considérées comme des parents pauvres du secteur agricole au Bénin. Plusieurs raisons justifient cela. Il y a bien d'autres filières qui s'organisent, mais qui ne sont pas arrivées à bout. Par exemple, l'ananas, ils n'ont pas encore pu maîtriser la commercialisation parce qu'avec les bâchers qui vont vers le Nigeria ne sont pas maîtrisés en matière de commercialisation, que quelqu'un puisse récupérer et puisse avoir accès aux intrants qui ont été mis en place pour les producteurs. Donc, tant qu'on ne maîtrisera pas le marché,
ce serait très difficile de parler de filière. Bientôt, le soja rentrera dans ce marché-là. Que faire pour mettre sur pied une filière agricole? Pour qu'une filière fonctionne, il faut que sur toute la chaîne, les gens maîtrisent la distribution des intrants. La production, on accompagne, et que la commercialisation soit maîtrisée. Parce que c'est quand la commercialisation est maîtrisée qu'on récupère les fonds, on enlève tout ce qu'on a investi, ou alors ce qu'on a fait comme avance, et le reste donné aux producteurs et aux égreneurs, puisqu'il y a tout ça dans cette chaîne-là. Pourtant, certains produits cultivés au Bénin sont prisés à l'extérieur, mais ne coulent pas comme il le faut. Et si le pain de sucre n'est pas très accepté, c'est parce qu'il y a des normes qui ont été établies auxquelles ne répondent pas le pain de sucre. Les Européens qui arrivent ici ou les étrangers qui arrivent et qui le mangent trouvent que c'est vraiment succulent comparé à ce qui est sur le marché européen. Et donc c'est un travail que nous devons faire au niveau de ces pays. L'État béninois prend des dispositions idoines pour faire développer ces filières. Le gouvernement est allé plus loin et le développement que le président Patrice Talon a insufflé dans ce domaine, c'est d'organiser la production tenant compte du territoire national, donc tenant compte des régions. Toutes les régions ne sont pas propices à la production de toutes les spéculations. Donc si nous prenons ce que nous pouvons développer en matière d'agriculture de la côte jusqu'à la région Kétou-Tidja, c'est le palmier à huile qui est la culture industrielle la mieux adaptée. Si on fait une bonne planification de production en associant le soja, on va pouvoir cultiver régulièrement sur ces terres sans pour autant trop demander au sol. Les palmiers sont encore jeunes. Au moment où on fait l'installation, on peut exploiter pendant les 2 ou 3 premières années avant de laisser le palmier. Les producteurs des différentes cultures vivrières prennent des dispositions afin de booster le développement agricole. Dernier sujet de cette édition, une société de matériaux de construction vient de voir le jour. Socima Sarl, l'inauguration de son showroom s'est déroulée en présence des têtes couronnées et du ministre en charge du commerce. Le compte-rendu est signé Bénédicte Posso et Rachidat Biomama. Socima Sarl est une société de matériaux de construction qui vient renforcer le secteur des BTP au Bénin. On y trouve des produits de qualité servant entre autres à la plomberie, à la quincaillerie, au carrelage. Une véritable aubaine pour les populations. En créant cette société, notre ambition est d'œuvrer au renforcement de notre entreprise en saisissant les opportunités intéressantes qui s'offrent à nous pour accroître et diversifier nos capacités de travail au Bénin et à Abomey-Calavi et environnement. Nos ambitions aussi être une entreprise éco-citoyenne. Le maire Georges Bada se réjouit du choix de sa commune et rassure de son soutien. Nous le remercions très sincèrement pour avoir choisi notre commune. Nous pouvons faire de la richesse ici. Et nous voulons accompagner en tant que commune qui le reçoit, qui l'accueille et qui lui facilite son installation, tout son travail. Tout en reconnaissant l'apport de la société dans la diversification du commerce au Bénin, le ministre en charge de l'industrie insiste sur la qualité des produits proposés par Socima Sarl. On ne peut pas continuer d'être un dépotoir, on ne peut pas continuer d'être un pays où tout circule, surtout tout de mauvaise qualité. Nous allons venir vous contrôler de temps en temps, monsieur le directeur général de Socimat. Nous allons envoyer faire des prélèvements sur vos produits et tester si c'est aux normes. Si ce n'est pas aux normes, on sera obligé de fermer et permettre à ceux qui font du bon travail de faire le travail et de gagner de l'argent. Outre l'inauguration du showroom, il a été procédé à la pose de première pierre d'une usine de fabrication de béton et de préfabrique. Un investissement de plus de 2 milliards de francs CFA, créateur d'emplois et de richesses pour le Bénin.
Fin de ce journal. L'actualité, c'est également sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci de votre fidélité, notamment à vous tous qui nous regardez à Tchonvi. C'est à Semepoji dans l'OME. Bonne suite des programmes sur l'ORTB.